Je m'appelle Jérémie Sakavin, un nom ridicule que j'ai dû subir durant toute mon enfance. Imaginez les quolibets de mes compagnons de classe. « Hé, Sakavin, comment tu fais pour marcher droit ? Hé, Sakavin, tu payes la tournée ?» Soit. Je m'y suis habituée et maintenant que je travaille au ministère de l'Intérieur, département des affaires classées, bureau des archives, section A et D, on me fiche la paix. Mieux, on m'ignore. Je soupçonne même mon directeur adjoint d'avoir oublié mon existence. Je m'explique. Au début, j'étais encore jeune et un tout petit peu ambitieux. Je m'arrangeais pour pénétrer dans le bâtiment de l'administration par la grande porte, en prenant soin de saluer l'huissier par son nom et en essayant, si possible, de monter le grand escalier en même temps que le chef de service ou un chargé d'affaires. Un jour, je m'en souviens comme si c'était hier. L'un d'eux m'a même remarqué au passage en hochant brièvement la tête. Mais voilà, mon service débute à 8h du matin et comme les responsables arrivent beaucoup plus tard, j'ai rapidement cessé de grimper les marches 4 à 4 pour finir comme les autres. Entrer par la petite porte de derrière où les contrôles sont, disons, particulièrement élastiques. Mon travail consiste à classer des dossiers, des kilos de fardes soigneusement emballés dans des cartons bruns sur lesquels d'autres fonctionnaires ont calligraphié à la plume des noms de personnes commençant par les lettres A, B, C et D. À partir de E, on passe dans un autre service situé dans une autre cave, dans un autre immeuble, car mon bureau se trouve au sous-sol. L'inconvénient, c'est qu'on n'y dispose pas du téléphone et qu'on n'y voit jamais la lumière du jour. Mais quel calme. Au début, il m'arrivait de rédiger une note de service afin de solliciter de la haute bienveillance de mes supérieurs une nouvelle ampoule électrique ou une brosse à rallonge pour enlever les toiles d'araignée qui envahissent mes rayonnages. Signé votre dévoué Jérémie Sakavin. En général, la réponse arrivait dans les 3 mois, sous la forme d'un bon de commande, en 5 exemplaires destinés au service de la procure, qui me faisait parvenir 3 nouveaux mois plus tard un document m'autorisant à prélever l'ampoule ou la brosse dans la réserve du petit matériel qui se trouve dans mon sous-sol, au bout du couloir, à 5 mètres de mon bureau. Un matin, comme je me trouvais une nouvelle fois en panne d'éclairage et que cela commençait sérieusement à m'agacer, j'eus comme un coup de folie et entrai dans la réserve sans autorisation pour prendre moi-même une ampoule. Une audace dont je ne me serais jamais cru capable. Eh bien, rien. Il ne s'est rien passé. Je m'attendais à une sorte de contrôle, suivi d'une réaction très ferme, du genre blâme administratif ou mise à pied d'une semaine sans solde. Rien. Comme si je n'existais pas. Une autre fois, comme j'avais terminé depuis longtemps le rangement de mes fardes et qu'il ne me restait plus de trombone pour fabriquer des petits bonhommes, je décidai, d'une manière insensée je le confesse, de monter quelques instants jusqu'à la porte de derrière pour respirer un peu d'air frais. Arrivé sur le seuil, le spectacle de la rue me parut si enivrant que ce fut plus fort que moi. J'abandonnai le ministère, le département et le bureau de ma section pour flâner comme un chat dans le parc tout proche, sous le regard de pierre réprobateur d'un général à moustache dont le bicorne était blanchi de fientes de pigeon. Eh bien, rien. Il ne s'est rien passé. Pas de lettre de recommandé, pas de note de service. Rien. Sinon, le lot habituel de fardes à classer que je trouvais chaque matin empilé comme par magie devant ma porte, sans que je ne visse jamais là où les personnes chargées de les livrer. À dater de ce jour, je pris de plus en plus de liberté avec mon employeur. Tenez, à l'instant où j'écris ces lignes, il est 11h du matin et je suis pourtant confortablement installée derrière ma table de cuisine devant une tasse de thé dont le parfum se répand dans la pièce.
Cet après-midi, je ferai un saut au bureau pour faire un peu de rangement, puis me rendrai gentiment au café de l'horloge pour y lire mon journal. Je suis tranquille. Je ne cours aucun risque, puisque toutes les affaires qui aboutissent dans mon cagibi sont, je le répète, classées. Tout ceci a évidemment un peu chamboulé mon petit train-train de célibataire effacé. On pourrait presque dire que je suis devenu, depuis quelque temps, une sorte d'aventurier. Mais ne crions pas trop fort. Les quelques sous qui traînent dans ma poche ne me permettent pas grand-chose, et la nouvelle vie que je mène est sans doute peinarde, mais à peine plus intéressante. Le problème est que je ne parle à personne. C'est comme ça. En dehors de la concierge de l'immeuble, Madame Josepha, je ne connais personne dans cette ville un peu triste, où le paysage se résume à de longs trams jaunes dingue-dondant le long d'interminables boulevards de pluie. Quant à ma famille, elle se résume à un portrait sépia serti d'un ovale de plâtre sur la télé. Celui d'un père et d'une mère morts stupidement dans un accident de voiture, alors que je commençais à peine à prononcer leur nom. Parfois, j'observe attentivement le visage de cette jeune femme brune qui sourit poliment au photographe. Je me concentre et fouille tout au fond de ma mémoire, dans l'espoir d'y retrouver une image, une voix, une odeur. Mais ça ne donne pas grand-chose. Sinon, de temps à autre, et de façon très brève, le souvenir incertain de jolis yeux noisettes, pétillants de tendresse, et d'une rangée de dents blanches qui roucoulent comme une colombe amoureuse. Bon, on va en rester là. Sinon, je vais me mettre à chialer.